Oui, donc je tiens à excuser donc Dominique Duvigneau, qui est notre secrétaire de section syndicale donc de la CFDT Navaille. Excusez aussi d'autres militants auraient pu donc faire la présentation que je vais vous faire, mais qui étaient pris aussi par un CHSCT avec l'inspection du travail et le pilote qui est effectivement dont on parlera dans la présentation, Jean-Nicolas, qui est aujourd'hui en Espagne pour donc des problèmes de livraison de pièces, enfin, chez des fournisseurs. Voilà. Bah, on peut continuer. Voilà. Donc on va voir, il y a 4 transparents, donc ça va aller assez vite. Mais donc si la présentation de Navaille, c'est quoi? C'est une petite boîte, enfin une petite boîte, c'est une boîte quand même, une PME de 150 salariés qui est spécialisée dans la fabrication de fauteuils médicaux et de bureaux et qui depuis, allez, je vais dire depuis 5 à 10 ans, connaît de grosses difficultés financières parce que, elle vit sous perfusion. C'est une boîte qui a été rachetée, enfin bref, et qui, donc aujourd'hui, travaille même en faisant des bénéfices, elle continue à travailler à perte, quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui se graissent sur les bénéfices donc de cette boîte. Donc elle est située à Agetmo. Elle est située donc dans une région qui a été longtemps spécialisée dans la fabrication de chaises et de mobilier. Et la seule qui reste, c'est Navaille, donc à Agetmo. C'est dans une région très rurale et donc l'avenir de cette entreprise-là tenait particulièrement à cœur à la section, lorsqu'effectivement on l'a rencontré et qu'il connaissait de grosses difficultés financières. On a du coup un contexte économique tendu. Alors quand je dis difficultés financières, c'est que vous voyez des petites boîtes, ce que ça peut être? Ça veut dire que, les banques ne prêtent pas. Donc pas de prêt, donc pas d'investissement, une fabrication saisonnière qui fait que, on attend que les clients, nous aient payés pour racheter de la matière pour, donc engager les autres productions. Bon et donc du coup, des conditions de travail difficiles aussi, parce que beaucoup de flexibilité dans, l'activité, une saisonnalisation parce qu'on travaille avec des, budgets en particulier donc d'administration, que ça soit les hôpitaux, que ça soit les ministères et que, on a donc, à la fois, des horaires de travail très variables et aussi des conditions de travail difficiles parce que faute de fric, pas assez d'investissement et malgré, les revendications de la section CFDT, de gros problèmes qui persistent dans des secteurs à la fois autour des TMS, autour des problèmes de cols, autour des problèmes donc d'espace de travail, enfin bref, c'est, très difficile de travailler chez Naval et je peux vous dire que, on a aussi connu pendant des années un turnover très important. Je dis: «On a connu» parce que, le fait d'avoir mis en place cette démarche d'équité dont on va parler, fait qu'aujourd'hui, il y a eu quand même de réels changements. La CFDT est la seule organisation, elle est omniprésente dans tous les secteurs, avec une remarque que je tiens à souligner, tous les délégués sont au boulot, c'est important. Ça veut dire qu'ils sont à même de parler du travail, parce qu'ils sont légitimés aussi dans leur poste, dans leur activité professionnelle. Donc une CFDT très préoccupée par un avenir incertain et très, très attentive aux conditions de travail. Il n'y a pas de petites revendications chez Navaille. Toutes les revendications sont effectivement liées à une écoute des salariés, à une prise en compte des problèmes et à une réactivité qui est assez admirable. Bon, une petite équipe CFDT, donc de 6-7 militants, une vingtaine d'adhérents, mais une équipe qui, lorsqu'on l'a rencontrée, c'était avec donc le secrétaire de l'Union Mines Métaux, on s'est dit: «On ne peut pas laisser cette boîte-là dans des difficultés pareilles». L'équipe était vraiment, presque, j'allais dire, dans un burn-out collectif, tellement ça devenait invivable, la situation dans laquelle ils se trouvaient. Donc la première décision qui a été en 2018, ça a été de lancer une enquête. Et pour vous dire quand même l'impact de la CFDT chez Navaille, 80% des salariés ont répondu à l'enquête proposée par la CFDT. Alors que la direction, peu de temps avant, avait fait des enquêtes où elle récupérait, avec tous les moyens qu'elle avait, 25% de réponses.
la CFDT engrange 80% de réponses. J'insiste là-dessus parce que c'est un vrai rapport de force et que ça vaut largement une grève que d'avoir une enquête qui permet j'allais dire, d'apprécier l'état des conditions de travail, de l'état également des relations, l'état du management, enfin voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a été vers un accord de méthode qu'on a proposé donc à la direction. Et cet accord de méthode stipulait un certain nombre de points que vous voyez ici sur le transparent, à savoir le choix de 3 secteurs, 2 secteurs en production, parce que dans l'enquête, on avait vu qu'il y avait 2 secteurs qui étaient un peu plus, je dirais, touchés au niveau des difficultés par rapport aux conditions de travail, et un secteur en tertiaire qui était en pleine réorganisation, qui était très tendu, mais où en fait on voyait que les interfaces entre bureau d'études achat, bureau d'études et marketing, c'était pas évident. Donc on s'est dit, c'est important qu'on essaye de faire un espace regroupant des salariés de ces 3 secteurs-là. L'accord, il prévoit une réunion mensuelle d'1 heure pour permettre aux salariés de parler, de discuter de leur situation de travail. On a un salarié référent par secteur désigné par les salariés. On a eu par exemple une référente dans le secteur des bureaux qui était une intérimaire. Dans un autre secteur, c'était un contrat à durée déterminée. Et donc, c'est intéressant de voir que le choix des salariés, ce n'est pas forcément par rapport au délégué ou par rapport à la personne qui institutionnellement est désignée dans le secteur. Une co-animation avec le coordinateur. Alors, le coordinateur, c'est quoi? C'est le manager de proximité. C'est le chef d'équipe. On l'appelle coordinateur et on a désigné un pilote des coordinateurs et des référents travail qui a été en charge d'être garant du suivi, de l'accompagnement, de la participation donc aux réunions d'espace de travail et de la coordination entre les référents et les coordinateurs qui sont impliqués systématiquement donc, dans ces rencontres avec le pilote. L'importance aussi, c'est que le choix du pilote, ça a été quelque chose de déterminant parce que le pilote, c'est un ancien chef d'atelier et c'est un ancien responsable de bureau d'études. Donc, on a vraiment la crème de la crème et c'est un militant CFDT. Donc, ce n'est pas non plus inintéressant. Ce pilote, c'est vraiment celui aujourd'hui qui est l'interlocuteur reconnu par les salariés, reconnu par les managers vis-à-vis de la direction. Hein. Et il a encore été renforcé depuis la mise en place de cet accord dans l'année 2019 et dans l'année 2020, on le verra, sur l'engagement et la mise en place d'un certain nombre de réalisations. On a mis en place un document de suivi qui est le DSPA, qui est le document de suivi des problèmes et des actions, hein, avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Pour vous donner un exemple d'un indicateur quantitatif, c'est la régularité des réunions d'espace de discussion, c'est la participation, c'est le nombre de problèmes traités, le nombre de problèmes en cours de Oui. traitement. Dans les indicateurs qualitatifs, c'est plus est-ce que, à votre avis, ça fonctionne bien? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous êtes pris au sérieux dans le traitement des problèmes qui sont posés dans chacun de vos espaces? Et un comité QVT usine trimestriel avec la direction, avec 2 correspondants CFDT pour donc être un peu les garants de l'application et la mise en place de cet accord. Voilà. On passe au suivant. Ouais, il y avait une formation aussi, mais ça, tu Oui, c'est alors l'information, oui, très important. On a fait une important. formation lorsqu'on a signé cet accord, dans laquelle Michel était d'ailleurs associé, où on a réuni les référents, les coordinateurs, le pilote et des représentants de la direction, c'est-à-dire le directeur industriel, le directeur financier et le directeur même du site qui était là. Donc c'était intéressant. Je dis le directeur financier parce que le directeur financier dans ces boîtes-là, il est aussi le RH. Bon. On a fait une demi-journée payée par la direction où, en fait, ça a été assez extraordinaire de voir comment les uns et les autres ont du coup découvert le projet, la mise en œuvre de l'accord et ont pu participer
à ce qui allait être donc la mise en œuvre de cet accord qui démarrait donc la formation a eu lieu le 5 décembre et on a démarré le 1er janvier 2019. Donc, si je résume pour dire les choses importantes, retenez deux choses importantes dans ce qu'on a dit. C'est une enquête avec 80% des gens qui répondent, qui permettent de détecter trois secteurs à choisir. Et la deuxième chose, c'est la formation avec donc la participation de l'ensemble des acteurs et donc la volonté d'officialiser au niveau de la direction, avec aussi une communication de la direction dans la boîte et une communication de la CFDT dans la boîte. Ça, c'est important. Ça veut dire que tout s'est fait de manière officielle, transparente, l'accord affiché dans l'entreprise, et ainsi de suite. Bon. Alors, les résultats, c'est important. Les premiers résultats qui ont été obtenus, c'est assez classique, hein. C'est l'achat de petits matériels dans les différents ateliers. Ça fait des jours et des semaines qu'on réclame des trucs qu'on n'a pas. Le fait qu'on ait mis un espace de discussion, le petit matériel, il arrive parce que c'est officialisé, c'est affiché. Le document, le DSPA, montre effectivement le matériel qui avait été demandé et ce qui a été délivré. La mise à disposition de fauteuils de travail sur l'atelier de tôlerie, où les gens ne disposaient pas donc de possibilité de s'asseoir. L'achat de deux bennes basculantes pour l'évacuation des déchets de coupe. Avant, on se baladait avec ces déchets et compagnie. Là, on a mis en place un système d'évacuation et donc de ramassage. Modification de certaines données sur les ordres de fabrication, très important, parce qu'avec la flexibilité, les variations de programme et le fait qu'on est dans des manques de pièces, il faut reprendre et refaire d'autres programmes de production, fait que le fait de s'être mis d'accord sur la manière dont on allait officialiser ces ordres de fabrication et dont on allait les suivre, ça a été effectivement acté dans le cadre donc des espaces de discussion. La modification des housses des fauteuils médicaux, c'était le problème. Alors, je fais le geste là de la main, je ne sais pas si vous le voyez. C'est en fait, les gars, ils se prennent des problèmes de carpien à volonté avec le fait qu'il faut tendre les tissus sur ces fauteuils et que donc il y a eu donc des modifications apportées au choix des housses et aux outils donc de formatage de ces housses de fauteuil et des pièces pour les pièces à piquer pour donc la pénibilité. Donc ça, c'était aussi donc des aménagements au niveau des postes de travail. Voilà, donc des premiers résultats qui sont concrets, que les gens connaissent et qui crédibilisent, je dirais, l'efficacité reconnue. Donc, on n'est plus dans la parole inutile, on est dans une parole qui sert à quelque chose. Et là, la deuxième partie, ça va être plus, je dirais, une dimension collective autour des projets de réorganisation au cours de traitement. C'est bien beau, une fois qu'on a abordé un certain nombre de questions au niveau des postes, on s'aperçoit qu'en fait, la ligne de fabrication au niveau médical, ça ne colle pas. Il faut donc repenser un projet. Et donc, il y a aujourd'hui un projet de réaménagement de la ligne qui est en discussion avec les salariés eux-mêmes, avec le référent travail, avec le coordinateur, avec le bureau d'études, les gens des méthodes, les gens de la maintenance. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on voit que du coup, il y a des interfaces qui se créent, il y a des relations, et on n'est plus simplement en train de gueuler parce qu'il n'y a rien qui avance, mais on est partie prenante de ces réaménagements. Le réaménagement également de la ligne Ever, donc c'est également une ligne donc de montage qui est aussi en cours donc de réaménagement. Laurence, donc c'est important, c'est une fille qui a remplacé un coordonnateur et qui est dans le secteur des bureaux et qui, elle, a tout de suite adhéré à la démarche et relance aujourd'hui la mécanique. Elle a été mise en place en décembre et dès le mois de janvier. Et on voit qu'aujourd'hui, le fait que le changement de coordonnateur fait que ça recrée une dynamique dans l'animation de cet espace de discussion sur cet espace de montage bureau médical. Enfin, l'étude sur l'arrêt du collage des mousses, dossier des fauteuils médicaux. Donc, le projet de passage à des cols non solvantes et non toxiques. Bon, il faut voir, on y est allé dans des périodes, donc à l'été en particulier, c'était invivable de simplement de passer dans ces secteurs-là, hein. Voilà. Donc, des projets individuels, je dirais, mais des projets aussi collectifs qui font que les gens travaillent ensemble et que les interfaces se font entre les fonctions support et les fonctions de production.
Si on résume maintenant un peu les apports de cette démarche, des référents travail très impliqués et reconnus. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'une référente travail qui était une salariée intérimaire, qui a été embauchée en CDD et ensuite en CDI. Et cette fille, elle était complètement, je dirais, transformée, métamorphosée par le fait d'être référente. Elle était très légitime dans son travail parce que très compétente et du même coup très, très audacieuse pour faire avancer les choses, aller voir les salariés à leur poste, discuter avec eux des points d'avancement, des points de blocage. Et donc, on voit que du coup, ça transforme la relation entre le référent travail et le coordinateur, mais aussi le référent travail avec les salariés de l'équipe. Un climat de travail du coup beaucoup plus serein, parce que les problèmes, on ne les subit pas. Les problèmes, on sait qu'on y a mis notre grain de sel et donc du même coup, il y a une autre discussion beaucoup plus positive et constructive et donc une ambiance de travail beaucoup plus sereine, hein. Un service de maintenance, par contre, qui lui est surchargé par le demande des référents. On n'a pas redimensionné le service maintenance. Bon, et donc, c'est effectivement un problème. C'est que, du coup, les demandes, ça vient en plus déjà du boulot habituel de la maintenance et ça fait un peu entonnoir. Donc, là, il y a effectivement une situation, donc ça fait partie des points qui doivent, évoluer, hein. On verra si on ne peut pas aussi, former des gens à la maintenance et amener à ce que ça soit les opérateurs qui eux-mêmes, prennent en charge un certain nombre de réalisations. Des résultats qui donnent envie de continuer dans cette démarche malgré de nombreuses perturbations dues au confinement. Je signale au passage quand même que les gens de Navaille ont eu, et ça je peux dire que c'est grâce à la CFDT, l'idée géniale de fabriquer des masques. Et aujourd'hui, on fabrique des masques chez Navaille. Et cette fabrique de masques, à partir des outils de coupe qui étaient en place, a permis aujourd'hui à la boîte de se refaire une santé financière parce qu'ils ont été payés tout de suite là et que les commandes étant importantes, ils ont pu avoir un encours donc de trésorerie et de financement qui a donc ramené aussi, je dirais, une meilleure santé à l'entreprise. Côté entreprise, une volonté affichée de la direction de faire progresser la QVT. Il faut savoir que depuis des années, la direction avait essayé d'engager des trucs qui avaient foiré, rien ne durait, on lançait des trucs et puis on laissait tomber. Il y avait des secteurs où ça marchait plus ou moins et d'autres secteurs où c'était complètement à l'arrêt. Donc, un discrédit complet sur ce type de démarche participative. Un management de proximité moteur dans la réorganisation des lignes de production, ça c'est évident. Ça veut dire que le manager de proximité, il devient l'interlocuteur du bureau d'études, l'interlocuteur des méthodes, mais aussi il retrouve une légitimité vis-à-vis des salariés, parce qu'il n'est pas simplement là le tampon en train de dire je vais demander et on verra ce qu'on peut faire. Il est là en disant oui, on en est là, voilà ce qu'on va faire et pourquoi aujourd'hui on est bloqué et qu'est-ce qui fait que demain on pourra vous apporter une réponse. Un pilote de projet, alors là, moi je suis, je dirais, enthousiaste sur cette idée de pilote de projet. Bon, alors on a vraiment un type extra. Dommage qu'il n'ait pas pu venir aujourd'hui. Il aurait parlé beaucoup mieux que moi de ce qui se passe dans la boîte. Mais c'est un gars qui est aujourd'hui associé aux prises de décision de la direction. C'est-à-dire que toute décision importante de la direction est passée donc à la concertation avec le pilote de projet. Donc, je dirais une légitimité d'autant plus, je dirais, appréciée par les salariés. Côté CFDT, une proximité renforcée dans le traitement des problèmes, mais on ne traite pas tous les petits problèmes, on traite les problèmes qui bloquent. Et donc, une proximité qui retrouve, je dirais, son efficacité parce qu'on n'est plus dans une dispersion sur plein de trucs, on est sur des problèmes où les gens disent oui, si on avance là-dessus, c'est effectivement quelque chose qui compte pour nous et c'est quelque chose qui est visible. Des relais avec des référents reconnus, ça c'est essentiel, et un travail de médiation du pilote en soutien aux référents. Je crois que je l'ai dit assez. Voilà. Alors, la conclusion, je vous la laisse, c'est ce qu'a dit le pilote dans le compte-rendu qu'il a fait avec la secrétaire de section. À ce jour, la reconduction de l'activité pour 2021 n'a pas encore été évoqué avec la direction, mais il est impératif de maintenir ce dispositif l'année prochaine afin de pouvoir finaliser les projets en cours et de pouvoir en mesurer les effets. Voilà. Ça, c'est Jean-Nicolas qui vous parle et qui dit ça à la fin de son compte-rendu. Donc, ça donne envie et ça démontre que les salariés, la qualité du travail, vraiment, ils la vivent au jour le jour.
malgré des problèmes invraisemblables, parce que dans des petites boîtes, c'est dingue. On a l'impression que tous les matins, il y a le ciel qui vous tombe sur la tête, parce qu'il y a toujours une merde avec un fournisseur, une merde avec un transporteur, une merde au niveau des méthodes qui n'ont pas mis à jour les modifs, enfin, je vous en passe. C'est, je dirais, une vie d'entreprise qui, je dirais, refait surface à travers ce travail donc de la mise en place de la démarche QVT. Voilà. Je vais commencer. Alors en fait, c'est qu'il y a eu un débat dans le débat, alors qui faisait un petit peu écho à CIDES, hein, pour savoir si la QVT pouvait répondre aux problèmes de gouvernance. Enfin, est-ce qu'on était, en tant que CFDT et en tant qu'équipe, vraiment pieds poings liés par rapport à nos gouvernances, ou est-ce qu'on pouvait justement prendre notre autonomie et idem avec les problèmes d'actionnaires, en fait, un politique actionnariale. Est-ce que ça nous traçait la route ou est-ce qu'on est vraiment tributaire une fois que les salariés sont associés? Il y a eu tout un débat et il y a Jean-Luc Collin qui a rappelé que c'était dans la formation référent travail et agir sur le travail que ces sujets étaient abordés. Donc effectivement, on a pris des notes parce qu'il y a eu du débat. Sinon, il y a une question, c'est est-ce que la démarche d'enquête chez Navail, qui a été le point de démarrage, en fait, où il y a eu le rapport de force 80-20, est-ce que cette pratique qui a porté ses fruits existe toujours maintenant que la démarche est lancée? Est-ce qu'on continue à faire des pratiques d'enquête dans la SSE auprès des salariés pour avancer? Oui, alors ce que je peux dire, c'est que au sein des espaces de discussion, donc dans les deux secteurs principalement au niveau de la production, je n'ai pas trop parlé des secteurs d'études tertiaires parce qu'on a eu des difficultés avec le management qui a changé, avec des services qui ont été un peu remaniés. Donc la réorganisation a été compliquée, mais je pense que quand même, ça leur a permis de pouvoir se rendre compte que, ne serait-ce qu'en tant que fournisseur des espaces de discussion, en tant que bureau d'études, achats et autres, de voir qu'effectivement, la dynamique valait le coup et que c'était important. Alors sur la gouvernance, je pense à une anecdote. Quand on a commencé à démarrer la démarche, on a eu le directeur industriel qui nous a dit tout de suite, on veut bien démarrer avec vous parce que c'est la CFDT, mais ça aurait été la CGT, il était hors de question de démarrer ce genre de démarche. Donc, ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'il n'y a que la CFDT dans l'entreprise, donc ça a sans doute aidé à la démarche, mais il y avait un climat de confiance. C'est-à-dire que aujourd'hui, et même avant qu'on démarre la démarche QVT, la direction était vraiment, je dirais, complètement déboussolée par rapport à la situation économique et financière à laquelle ils étaient affrontés et par rapport à l'incapacité d'appréhender les problèmes de management, d'appréhender les problèmes d'organisation du travail. Et donc là, enfin, ils allaient trouver un fil rouge qui leur permettait de pouvoir progressivement démarrer. Parce que, bon, une des questions aussi qui ont été très vite posées par la direction, c'est on n'a pas de fric. Alors, comment on fait avec des salariés qui nous demandent des choses et qu'on ne peut pas satisfaire? On leur a dit, écoutez, tout n'est pas dans le fric, mais si on met les gens à contribution, on trouvera sûrement des formules beaucoup plus économiques pour faire des choses qui seront très vite amorties, hein. Et donc, le fameux ratio de 1 à 10, c'est-à-dire que vous investissez 1 € et vous en récupérez 10, ça s'avère vrai chez Navail, hein. Donc, on voit bien que la question de la gouvernance, ça a été largement, je dirais, influencé par l'efficacité retrouvée et par le fait que la direction avait le sentiment qu'elle n'avait plus prise aujourd'hui sur la situation de la boîte. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Il y a Je une pense que ça deuxième. répond bien à la question. Ouais. Et il y a beaucoup de bravos dans le chat aussi. Oui, je vais reprendre la parole vite fait. Il y a une question, et moi je ferai le lien avec toute la démarche de mise dans le coup du management dans l'entreprise et de la formation commune. Il y a une question au départ en disant, n'y a-t-il pas eu de problème, une difficulté majeure à ce qu'on puisse dégager 10 heures de temps pour les référents? Et tu as aussi souligné l'intérêt de la formation commune
Mm. Parce que dans le débat aussi, il y avait un débat dans le débat sur la place des managers, des managers de proximité, mais de tous les managers. Donc, j'ai le sentiment d'avoir compris que tout ça faisait un tout parce qu'il y a aussi une progression collective. Les managers et les salariés et le syndicalisme ont progressé ensemble, se sont formés ensemble. Les 10 heures, ce n'est pas un Est-ce que problème. c'est ça? Est-ce que c'est ça? Les 10 heures, ce n'est pas un problème dans la mesure où le coordonnateur ou le management de premier niveau, hein, manager de proximité, a lui-même intérêt à ce que ces problèmes se règlent. Et donc, le référent travail, ça soit un peu quelqu'un qui est délégué, co-animateur avec lui des espaces, c'est tout bon pour lui parce qu'il peut se dégager sur d'autres créneaux et travailler éventuellement sur d'autres points qui n'avaient pas la possibilité. Je pense par exemple à des aspects liés à la formation, à la polyvalence, où il peut se libérer du même coup pour faire des choses. Donc, je dirais que là aussi, le problème des heures de mandat, ça n'a plus beaucoup de sens quand derrière le résultat y est et quand les gens, en fin de compte, trouvent des solutions. Et je ne suis pas sûr qu'ils prennent leurs 10 heures tous les mois. Peut-être que parfois ils en prennent 15, peut-être que parfois ils en prennent que 5. Mais je dirais que ce n'est vraiment pas un problème parce que le référent, il est légitime parce qu'il connaît le boulot. Ça, c'est très important. Le référent, s'il a été désigné, c'est parce que c'est un mec fiable, un professionnel, parce que c'est un gars qui avait un petit peu de liens et de relations, de relationnel, et parce que c'est quelqu'un qui était écouté, y compris par les services supports, que ce soit les bureaux d'études ou la maintenance. Bon, il ne fallait pas que ça soit un mec qui se prenne le bec en permanence avec le gars de la maintenance. Alors là, c'est clair que le problème, il est tout de suite réglé parce que on aboutit à une guerre entre la maintenance et puis l'espace de discussion. Et je dirais, non. Donc, on voit bien que là, du coup, les gens aussi comprennent dans quelles difficultés se trouve la maintenance par rapport aux tensions dans lesquelles ils sont dans la boîte. Donc, quand on dit un climat plus serein, c'est vraiment tout ça. C'est que l'espace de discussion met à jour toute une partie invisible de l'entreprise qui, je dirais, réapparaît parce que le traitement des problèmes oblige à ce qu'on se parle entre des services, des fonctions support et la production, entre le manager et puis le responsable industriel, et bon, et donc, et ou le financier quand il s'agit de fric. Donc, c'est un peu tout ça qui change.